très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie, à travers le monde, est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens cette fois-ci. C'est plus compliqué néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Je pense aussi qu'on se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin. Mais enfin, ce n'est pas celui qu'elle a suivi ces derniers mois. Pour ce qui est de votre première question, nous avons redéployé notre dispositif d'abord, et nous poursuivons ce travail, et je salue la mobilisation de nos forces armées qui le font avec un grand professionnalisme et une mobilisation, en quittant le sol malien, car le cadre politique qui présidait à notre présence n'est plus là. Nous étions là sur demande d'un État souverain et de la région. Après 2 coups d'État, ça n'est plus le cas. Ensuite, le cadre politique n'est plus là parce que la junte au pouvoir au Mali n'a plus comme priorité la lutte contre le terrorisme. Elle a comme priorité sa préservation avec la complicité de la milice Wagner. Et d'ailleurs, malheureusement pour la population malienne, elle est en train de souffrir de cette situation. Et puis, parce que la sécurité même de nos forces armées n'était plus assurée, puisqu'il n'y avait plus de coopération. Et je le rappelle, ce sont nos autorités maliennes qui unilatéralement ont décidé de mettre fin aux accords qui présidaient à cette relation et qui seuls pouvaient nous permettre de nous déployer en sécurité. Nous nous redéployons donc dans plusieurs pays, à la demande de ces pays, pour lutter contre le terrorisme. Et pour cela seul. Le Niger au premier chef. Puis nous avons des coopérations avec plusieurs pays. Certains en développant des académies ou des formations de leurs forces spéciales ou des luttes contre le terrorisme, qu'il s'agisse du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, avec d'ailleurs des vocations régionales de ces écoles, avec des déploiements qui datent de plusieurs années, comme en Côte d'Ivoire, ou des coopérations nouvelles, comme celle que nous avons bâtie avec le président Talon,
de formation, d'accompagnement, de renseignement, que nous allons compléter par des livraisons d'équipements. Et moi, je n'exclus rien, puisque la philosophie maintenant que nous allons suivre, et qui sera parachevée par le travail que j'ai demandé au ministre des Armées, le chef d'état-major des armées pour la fin de l'été, doit être d'être au service des États africains pour strictement lutter contre le terrorisme et venir en appui sur le plan de la formation, de l'équipement, de l'accompagnement, mais en aucun cas de nous substituer et en aucun cas d'avoir une présence qui est par trop visible ou un dispositif, si je puis m'exprimer ainsi, posé avec des unités françaises qui ne seraient pas en quelque sorte en soutien ou en intimité avec des unités africaines. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et donc c'est comme ça que nous allons le paramétrer. Si le besoin se faisait sentir, si la demande était formulée par le président Bénin, elle sera à chaque fois considérée et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Je le ferai à chaque fois parce que la sécurité et l'appui d'un gouvernement ami face au terrorisme est pour nous une priorité. Merci. Merci aux uns et aux autres. Je pense que nous avons répondu sans embâche. Là, c'est pareil, si on parle de l'Afrique, on a pu s'aider les uns les autres. On fait beaucoup de choses utiles, beaucoup de bonnes choses. Et quand on parle avec les dirigeants africains, ils le disent eux-mêmes, ils ont ce sentiment que nous sommes des gens qui tiennent parole. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Nous continuons à RIA Novosti. Allez-y. Bonjour. Bonsoir, RIA Novosti, Olga Samsonova. Vladimir Vladimirovich, pouvez-vous ouvrir des détails sur les sessions du problème ukrainien? Quels sont les intérêts de nos partenaires? Est-ce qu'il y a en destination? Est-ce que nous allons implémenter l'initiative paisible du pays africain ou peut-être les dispositions de cette initiative? Est-ce qu'il va rejeter cette initiative? Parce que maintenant, nous allons en disposition à importer les céréales. Non, c'est deux choses qui sont séparées. Quand on parle du fait que l'Union soviétique a apporté une aide aux pays africains pour leur indépendance, il ne faut pas oublier que l'Ukraine faisait partie de l'URSS à l'époque, et donc ils ont une attitude vis-à-vis de l'Ukraine qui est bonne et qui est sincère. Et ils sont sincèrement préoccupés pour éviter le conflit, ça c'est clair. Ils font ça pas seulement et pas tant parce qu'il y a des pressions de l'extérieur, mais pour des raisons intérieures, parce que certains ont fait leurs études en Ukraine, en russe évidemment, mais les nationalistes ukrainiens ne leur ont pas plu et ils ont été confrontés à ce problème. Mais l'initiative en elle-même, comme toute initiative de paix, elle est bonne parce qu'elle veut trouver une solution au conflit. Et il y a des choses qui, après notre rencontre à Saint-Pétersbourg, il y a un mois et demi, ces dispositions, disons, ces points de cette initiative sont en cours de mise en œuvre, qui déjà de toute façon avait commencé, mais en tout cas cette initiative en 10 points seulement, certains de ces points sont importants. Il y a notamment l'échange de prisonniers, des personnes qui ont été bloquées pour des raisons et qui doivent être libérées pour des raisons humanitaires, des familles séparées, etc. Vous savez qu'il y a cette histoire qui a été artificiellement gonflée sur l'histoire des enfants prétendument volés. Ils n'ont pas été volés. C'était au contraire pour les sauver des zones de combat. Donc on ne pouvait pas laisser des orphelinats là où il y a des tirs d'artillerie. Donc évidemment il y a des enfants qui ont été évacués. Mais il y a eu des cas où les familles ont été séparées. Par exemple, il y a un parent qui vit en Ukraine et l'autre qui s'est retrouvé, par exemple, ou un enfant par exemple était avec sa mère en Ukraine, la mère est morte et le père est resté en Ukraine et l'enfant est seul.
Donc évidemment, il faut qu'on rende son enfant à son père. Il n'y a aucun problème là. C'est vraiment pas un problème. Donc tout ça, c'est une histoire artificiellement gonflée. Tout ça, ça veut dire que la responsable, la personne habilitée pour les questions de l'enfance, certains responsables africains la connaissent par son nom, Madame Vova-Belova. Et j'étais même étonné qu'ils la connaissent. Mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels dont nous avons parlé. Il y a d'autres points qui sont plus difficiles à réaliser ou irréalisables. Par exemple, le cessez-le-feu. Mais l'armée ukrainienne est en pleine offensive. Ils nous attaquent. Donc c'est une offensive de vaste ampleur. On ne peut pas cesser le feu quand on nous attaque. Ça, c'est clair. Et je l'ai déjà dit, les gens commencent à réfléchir. Alors, commencer des discussions de paix, oui, ça, nous ne sommes pas contre. Nous l'avons dit, vous le savez très bien. Je ne cesse de le répéter. Nous sommes pour des négociations de paix. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui signe un décret en disant que c'est interdit de signer un accord de paix, alors ça, c'est un truc. Mais nous, on n'est pas contre. Voilà. Donc, si les gens s'interdisent eux-mêmes de participer à des discussions de paix, donc ça veut dire que le processus, il y avait un processus qui avait été lancé, il faut qu'il soit validé des deux côtés. Donc, il y a d'autres choses qui sont plus simples dans cette proposition, mais en tout cas, cette initiative, d'une manière générale, elle peut servir de base pour un certain nombre de processus visant à trouver la paix, de même que d'autres initiatives. Par exemple, l'initiative chinoise, elles ne prétendent pas être prioritaires ou entrer en conflit avec d'autres initiatives, mais en tout cas, nous avons eu des discussions approfondies, détaillées. Nous en avons parlé pendant. Vous savez, quand je rencontre nos amis africains, je réfléchis souvent à ce qui suit. Il y a eu une période à l'époque soviétique, je me souviens très bien de ça. On pensait généralement que nous avons tort de dépenser de l'argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour l'Afrique? L'Afrique, elle a ses problèmes. Et aujourd'hui, quand je parle avec nos amis d'Afrique, c'est avec reconnaissance que je pense à tous ces gens qui ont mené ce travail en Afrique. Ils ont établi des bases de solidité, de relations d'amitié avec les pays africains. Je ne sais pas s'ils pensaient à ce résultat à l'époque ou pas, mais en tout cas, cela s'est fait à l'époque et nos tentatives de travailler aujourd'hui avec l'Afrique, tout cela s'est fait d'abord pour la Russie. Et ici, il y a beaucoup de composantes sur le plan économique déjà. Commençons par l'économie. C'est un potentiel énorme, c'est un potentiel qui est en pleine croissance et qui croît à... On a déjà aujourd'hui une puissance démographique avec 1,5 milliard d'habitants, avec 60% de jeunes, et tout le monde sait très bien que le continent africain, c'est aussi le plus riche en ressources naturelles. Certains pays d'Asie changent leurs réserves monétaires en ressources minérales en Afrique. On comprend que toute la population est pauvre, mais il y a un progrès considérable qui se fait et rapidement. Vous savez, nous vivons dans le temps, voilà, ça vous concerne aussi, le matin vous vous levez, vous allez au travail, vous continuez. Mais ceux qui, professionnellement, sont impliqués, y compris aussi chez les journalistes, donc les gens voient ce qui se passe dans le monde change très rapidement. Regardez l'Indonésie, par exemple. Il y a un potentiel considérable, et c'est un potentiel qui est vraiment énorme. Je ne parle pas de l'Inde, de la Chine, que tout le monde connaît, je parle de l'Indonésie. Et en Afrique, c'est pareil. Il y a des pays qui sont vraiment leaders ici.
Et réellement, je ne veux pas dire que tout l'avenir va dépendre de l'Afrique, mais l'Afrique a un potentiel très fort et nous devons utiliser ce qui a déjà été établi à l'époque soviétique, et notamment ces relations de confiance, travailler peut-être de façon différente. Il a fallu mettre de l'ordre, on comprend, mais tout ça pour dire que sur le plan pratique, par exemple, on a construit des centrales électriques, des usines, des sites d'infrastructure. Tout cela a besoin d'être remis en état, développé. Et donc, c'est plus facile pour nous de procéder à cette modernisation sur ce qui a été fait à l'époque par nos prédécesseurs soviétiques. Et c'est ce qu'on fait parfois. Mais vous savez aussi que nos amis africains, ils ne demandent pas des cadeaux, mais déjà, lors du premier sommet, et entre le premier sommet et celui, c'est pas qu'ils ont réclamé quelque chose. Il n'y a pas eu de demande directe, aucune. Non, ils ne nous ont pas dit faites-nous ça, faites-nous ça. Mais ils ont cherché des solutions qui puissent satisfaire les deux parties dans tout un tas de projets. Et ça, c'est important, c'est quelque chose de sérieux. Mais tout le monde garde à l'esprit de ce qui s'est passé au moment de la lutte pour l'indépendance, qu'on a vu ces 2 jours, là, c'est 2 jours et demi. Pour moi, c'était très agréable de prendre conscience que, évidemment, les gens sont différents, les pays sont divers, mais dans l'ensemble, le continent africain est très bien disposé à notre égard, dans des relations d'amitié, et ça, c'est important. C'est une base considérable. Sur cette base, on peut construire quelque chose. On a un volume d'échange qui n'est pas très grand, mais le potentiel est considérable. Et ils ne sont pas intéressés simplement par les céréales. Oui, ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en sous-nutrition. Il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas d'alimentation électrique aussi. Mais le potentiel est colossal. Et donc, il n'y a pas seulement les céréales qui les intéressent, il y a le développement de l'agriculture, le développement des entreprises, les nouvelles technologies agricoles, l'équipement matériel, la production, les engrais. C'est pas qu'ils nous disent simplement donnez-nous des engrais. Oui, mais ils en demandent. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est savoir en produire, bénéficier de nos investissements, que nos entreprises aident les leurs à se construire, à s'établir, etc. Et c'est pareil pour l'énergie. Il y a l'énergie nucléaire ici qui est demandée. Beaucoup de pays sont arrivés au point de vouloir l'énergie nucléaire. Et on peut les aider à le faire. Ils s'intéressent à développer l'activité spatiale. Il y a vraiment un intérêt pour ça. Et dans tous les pays émergents, regardez en Asie ce qui s'est passé dans certains pays. C'était difficile à imaginer. Mais aujourd'hui, ils ont maintenant des fusées qui volent dans l'espace. Donc il ne faut pas laisser passer cette opportunité, d'autant plus qu'il y a cette base considérable qui a été établie à l'époque soviétique. Donc ici, on a quelque chose d'important, une attitude amicale. Les gens veulent travailler avec nous. Et nous, bien entendu, nous devons faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant dans cette direction. Donc j'ai déjà cité un certain nombre de domaines d'activité aujourd'hui, c'est important, mais on va soutenir en tout cas ce mouvement, ça peut être aussi de l'aide humanitaire. Il y a un travail à faire ensemble sur le plan de la sécurité. L'Afrique est une région qui souffre du terrorisme et pour que l'économie puisse se développer normalement, on le sait tous, il faut une stabilité sur le plan intérieur. Et cette stabilité n'est pas possible à obtenir si on n'a pas la sécurité. Et sur ce plan, donc,
Ils veulent sincèrement travailler avec nous, notamment dans le domaine du commerce international. Ils n'ont pas peur des pressions qu'ils peuvent avoir, mais il y a des formations qui sont faites de centaines, de milliers de soldats africains qui sont formés chez nous par le ministère de la Défense. Donc là aussi, c'est aussi un gage pour l'avenir. Donc, sur le plan militaire, donc, il y a des contacts qui sont maintenus, qui, quand ils reviennent, il y a un contact de confiance. Ils apprennent à combattre avec notre matériel. Donc ici, il y a une collaboration au niveau du complexe militaro-industriel. Et donc, est-ce que sur le plan technique, ils sont prêts à produire sur leur territoire? C'est aussi une question. En principe, il y a beaucoup de domaines, de points de convergence ici où on peut être utile les uns pour les autres. Et encore une fois, les pays africains, ils le disent eux-mêmes. On n'est pas venu la main tendue. On veut travailler ensemble sur des projets. Et dans les affaires internationales, là aussi, sur les différentes plateformes de discussion, ils apportent souvent leur soutien à nos positions, notamment en tant que pays sur le plan, ils font partie du Conseil de sécurité, et souvent ils nous remercient de les avoir soutenus à tel ou tel moment. Parfois on l'oublie nous-mêmes, mais ils nous le rappellent. Donc, de notre côté, vous voyez que nous sommes tout à fait sincères dans cette démarche envers l'Afrique. Vous savez, il y a cette règle générale. On aime quelqu'un pour ce qu'on lui a fait de bien, et on le déteste pour ce qu'on lui a fait de mal. Voilà, donc il y a un sens là-dedans. Donc ça se reflète comme dans un miroir, en fonction de ce qu'on fait. Là, on a fait quelque chose de bien, et on regarde, et on garde ça en esprit. D'ailleurs, qui s'adresse à vous. Le nord et le sud du continent. Je pense que c'est un bon accord qui nous permet de nous préparer au mieux. Je ne fais jamais de pronostic, mais je suis stoïcien en la matière. Et donc, j'agis sur ce qui dépend de moi et je préfère limiter la part qui ne dépend pas. Et c'est vraiment comme ça qu'il nous faut préparer l'avenir. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie, à travers le monde, est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas.
Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens que c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Je pense aussi qu'on se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin. Mais enfin, ce n'est pas celui qu'elle a suivi ces derniers mois. Pour ce qui est de votre première question, nous avons redéployer notre dispositif d'abord, et nous poursuivons ce travail, et je salue la mobilisation de nos forces armées qu'ils font avec un grand professionnalisme et une mobilisation, en quittant le sol malien, car le cadre politique qui présidait à notre présence n'est plus là. Nous étions là sur demande d'un État souverain et de la région. Après 2 coups d'État, ça n'est plus le cas. Ensuite, le cadre politique n'est plus là parce que la junte au pouvoir au Mali n'a plus comme priorité la lutte contre le terrorisme. Elle a comme priorité sa préservation avec la complicité de la milice Wagner. Et d'ailleurs, malheureusement pour la population malienne, elle est en train de souffrir de cette situation. Et puis, parce que la sécurité même de nos forces armées n'était plus assurée, puisqu'il n'y avait plus de coopération, et je le rappelle, ce sont nos autorités maliennes qui unilatéralement ont décidé de mettre fin aux accords qui présidaient à cette relation et qui seuls pouvaient nous permettre de nous déployer en sécurité. Nous nous redéployons donc dans plusieurs pays, à la demande de ces pays, pour lutter contre le terrorisme, et pour cela seul. Le Niger au premier chef. Puis nous avons des coopérations avec plusieurs pays. Certains en développant des académies ou des formations de leurs forces spéciales ou des luttes contre le terrorisme, qu'il s'agisse du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, avec d'ailleurs des vocations régionales de ces écoles, avec des déploiements qui datent de plusieurs années, comme en Côte d'Ivoire, ou des coopérations nouvelles, comme celles que nous avons bâties avec le président Talon, de formation, d'accompagnement, de renseignement, que nous allons compléter par des livraisons d'équipements. Et moi, je n'exclus rien, puisque la philosophie maintenant que nous allons suivre, et qui sera parachevée par le travail que j'ai demandé au ministre des Armées et le chef d'état-major des armées pour la fin de l'été, doit être d'être au service des États africains, pour strictement lutter contre le terrorisme, et venir en appui sur le plan de la formation, de l'équipement, de l'accompagnement, mais en aucun cas de nous substituer et en aucun cas d'avoir une présence qui est par trop visible ou un dispositif, si je puis m'exprimer ainsi, posé avec des unités françaises qui ne seraient pas en quelque sorte en soutien ou en intimité avec des unités africaines. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et donc c'est comme ça que nous allons le paramétrer. Si le besoin se faisait sentir, si la demande était formulée par le président Bénin, elle sera à chaque fois considérée et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Je le ferai à chaque fois parce que la sécurité et l'appui d'un gouvernement ami face au terrorisme est pour nous une priorité. Merci. Merci aux uns et aux autres. Je pense que nous avons répondu sans embâche à toutes les questions et qu'il n'y a plus de sujet qui préoccupe quelqu'un parmi vous et qui nécessiterait vraiment qu'on reste davantage pour ça. Tous les secteurs ont été balayés. Là, sur les sujets les plus sensibles. Je veux donc vous remercier à mon nom personnel, au nom du président Macron, et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Apporte du positif. Libérer des otages. Et je n'oublie pas nos soldats qui ont ici perdu la vie dans le cadre de ces opérations. Je pense, en étant à vos côtés aujourd'hui, à leurs familles et à leurs frères d'armes. La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace. Elle le sera
en répondant à vos demandes. Et nous l'avons toujours fait. Notre appui sera d'abord civil, s'inscrira en appui aux stratégies de développement des zones les plus vulnérables et les plus exposées aux tentatives d'implantation des groupes terroristes. Et sur le plan sécuritaire, conformément à la réorganisation que nous avons adoptée à l'échelle de l'ensemble de la région, nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignement, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Je vais ici le redire, et nous avons accéléré cette coopération encore ces dernières semaines pour détacher, former, planifier des opérations. Nous serons aussi au rendez-vous de ces demandes en répondant à vos besoins en termes d'équipement. C'est pourquoi les pick-up, les équipements de déminage, les gilets pare-balles, les équipements de vision nocturne demandés seront livrés incessamment. Mais au-delà de ça, le président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi, dans les prochaines semaines, avancer pour répondre à la demande qui est légitime, mais aussi aider le Bénin à structurer cette partie de votre défense qui est nécessaire si nous voulons collectivement répondre plus efficacement à vos besoins. Nous l'avons évoqué, et c'est bien légitime. Plus largement, ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations planifiées. Et c'est pourquoi nous avons acté ensemble que je me rendrai pour ma part disponible pour assister à l'invitation des pays qui la composent à une réunion de l'initiative d'Accra et permettre de structurer, pour tous les pays qui ont lancé cette initiative clé en matière sécuritaire dans toute la région, cet accompagnement. Et c'est la philosophie que nous voulons déployer, qui repose au fond sur, pour moi, deux principes clés. Nous intervenons en soutien à la demande précise sur toutes les fonctions militaires des pays pour lutter contre le terrorisme, mais nous le faisons en n'oubliant jamais que la réponse sécuritaire doit s'accompagner d'une réponse politique et de développement si nous voulons qu'elle soit pérenne. Et je crois que ce que nous avons vécu ces dernières années au Mali montre combien, quand il n'y a qu'une opération militaire, et je le dis parce que ce que je disais là, je l'ai dit à Bamako en juillet 2017 sans que ce soit jamais suivi d'effet. Quand il n'y a pas de réponse sur le terrain par les autorités locales, sur le plan politique et sur le plan du développement, le sécuritaire n'y suffit pas. Nous avons également, avec le président, évoqué le cœur de la stratégie qui est la vôtre, celle de faire de votre pays un pays exemplaire en matière de développement économique, de clarté du cadre justement de concurrence loyale, d'un pays exemplaire en termes de formation, en matière de développement culturel, touristique, sportif. Sur tous ces volets, la France sera là, et c'est pourquoi aussi nous avons une discussion en tête-à-tête sur les sujets plus politiques, et je veux saluer ce que le président m'a dit, d'une volonté aussi d'ouverture qui, je crois, est la clé sur le plan politique pour accompagner une telle stratégie. Je sais que vous en êtes conscient et que c'est votre volonté, Président. Vous le voyez, notre présence aujourd'hui à vos côtés n'est pas le fruit du hasard, c'est déjà une étape dans le travail accompli en commun. Nous avons bâti un partenariat inédit et nous voulons aller plus loin. Parce que nous avons là un président, un gouvernement, un pays qui veulent avancer, sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain avec beaucoup d'ambition et de courage. Et donc parce que nous avons su relever quelques-uns des défis du passé, parce que nous sommes habitués de ces forces de l'esprit qui sont à quelques mètres de nous, nous saurons relever ensemble les défis de l'avenir. Donc je dis tout ça avec beaucoup de confiance. Merci beaucoup. Bravo. On va se prêter aux questions de la presse. On a quoi, 5 minutes? Est-ce que ça vous convient? Bien. On va démarrer. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président.
Je suis Ricardo Loïc Bekou, je suis journaliste à la télévision nationale du Bénin, l'ORTB. Ma question s'adresse au président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous vous êtes engagé à l'instant même à pousser l'adoption de la loi cadre pour offrir l'opportunité d'une restitution plus ample des biens culturels. Est-ce qu'on pourrait avoir un agenda de la restitution donc des autres œuvres qui sont toujours en France? Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. D'abord, il y a un travail qui a été fait depuis 2017, au mois de novembre, où je dis cette volonté. Nous avons ensuite, il y a eu un travail académique très fouillé, extrêmement sérieux, mené par Madame Savoie, qui est présente ici avec nous dans la délégation, et Monsieur Sarr, qui aurait souhaité être présent avec nous, et je crois en penser, et qui ont d'abord fait un énorme travail de recensement et de doctrine. Ensuite, nous avons commencé à mettre en application ce travail avec des restitutions ici au Bénin, puis une restitution au Sénégal. Nous poursuivons ce travail. À chaque fois, nous avons dû voter une loi compte tenu des règles françaises qui protègent les œuvres d'art et qui ont historiquement été faites pour éviter que tel ou tel puisse sortir comme ça les œuvres d'art du territoire national. Ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de pouvoir rendre plus simple le cadre de ces restitutions. Sur la base de cette doctrine, un travail a été demandé à M. Martinez, l'ancien président du Louvre. Il a été rendu et il explicite une série de critères. Et donc nous sommes techniquement, si je puis dire, scientifiquement prêts. Maintenant, la ministre va me soumettre une proposition de texte et il va ensuite cheminer au Parlement français pour pouvoir nous donner ce cadre. En parallèle de cela, je souhaite que nos scientifiques, nos conservateurs puissent continuer le travail. Parce que c'est un travail qui doit se poursuivre et c'est un travail qui ne relève pas d'un arbitraire. Je le dis ici, et c'est très important pour moi, ça n'est ni un cadeau ni un geste politique. Ce sont des critères très scientifiquement établis sur les conditions de sortie des œuvres, mais aussi sur les conditions de réception de ces œuvres, de conservation. Et donc tout ça suppose un travail préparatoire qui, lui, n'a pas à attendre la loi. Et donc je crois maintenant pouvoir dire qu'il y a une intimité, une amitié entre les équipes béninoises et françaises qui ont préparé tout ce travail. Elles continuent à travailler ensemble et elles vont pouvoir identifier les autres œuvres qui peuvent relever de cette logique, de cette philosophie, de ce cadre. Et donc il va y avoir en parallèle ce travail, ce dialogue avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Et puis cette loi, elle cheminera avec le temps du Parlement, mais je pense que les prochains semestres nous permettront de la finaliser. Et donc, nous pourrons continuer d'avancer ensemble. Voilà. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Vous avez fait part, M. Macron, d'une volonté politique d'ouverture de la part de M. Talon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Talon? Est-ce que vous envisagez la libération